Mathieu Sama. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre comme chaque jeudi pour votre chronique politique. Mathieu, la France a enfin un budget pour l'année 2025. Le texte a été assez largement validé ce matin par le Sénat. C'est clairement une victoire pour François Bayrou qui a vu les 2 motions de censure qu'il visait échouer hier. Alors c'est une victoire, mais est-ce qu'on peut parler de victoire pour un gouvernement qui va être en sursis permanent, qui sera constamment menacé de motions de censure, qui va être constamment discuté pour faire passer ses textes. Moi, j'y vois moins. Enfin, c'est une victoire à court terme aussi par rapport au dernier gouvernement Barnier. C'est une victoire à court terme, mais en réalité, ça ne résout aucun problème, ça ne résout rien. Le système politique est toujours aussi bloqué. Les problèmes démocratiques sont tout aussi graves, tout aussi profonds. Le 49.3 a été utilisé. Alors, ça a été assez banalisé ces derniers temps. Ça a été utilisé une dizaine de fois, voire à plus. droite comme à gauche, d'ailleurs. Oui, mais surtout sous Emmanuel Macron, là, ces dernières années, je veux dire, on a l'impression que plus aucun texte, notamment budgétaire, ne peut passer sans 49.3. La réforme des retraites avait été passée par 49.3. Et le 49.3, rappelons-le, quand même, est une certaine violence démocratique. Et le 49.3, surtout, empêche les débats. Je veux dire, ça bloque toute discussion parlementaire. Et on revient au texte dont décidera le gouvernement. Donc, moi, j'y vois peut-être une petite victoire stratégique de court terme, mais quand même, globalement, une situation politique qui est quand même dans un état de délabrement démocratique. Dans une forme d'impasse, et ce jusqu'en 2027 jusqu'à ce que de nouvelles élections aient lieu. Je pense que c'est surtout ça le sujet. Et puis surtout que le Parlement est aujourd'hui confisqué de ses prérogatives, que les discussions au Parlement n'arrivent pas à avoir lieu, les compromis, les discussions entre les différents groupes. Je le redis, François Bayrou avait une occasion de s'ouvrir à la gauche, beaucoup plus qu'il ne l'a fait, d'essayer de trouver des coalitions. Il a décidé de ne pas le faire et aujourd'hui, on se retrouve quand même dans une situation très bloquée. Alors, pour autant, ces motions de censure étaient aussi un test pour la gauche. Les députés socialistes, dans leur grande majorité, ne les ont pas votées. Une décision dénoncée très vite par Jean-Luc Mélenchon, hier, depuis Angers, qui a taclé, je cite, la bassesse des fausses oppositions après avoir appelé à exclure le PS du nouveau Front populaire. Quelle est la stratégie du Parti socialiste dans cette séquence ? Je pense que le Parti socialiste a pris une décision incompréhensible en ne censurant pas, et je pense que c'est une erreur. Je vais expliquer pourquoi. Le budget qui est passé, qui n'a pas été voté, mais qui est passé par 49.3, on va dire, ce budget-là est pire que le précédent. Il est plus mauvais que le budget sous Michel Barnier. Sur quel point ? Notamment sur une des rares bonnes choses de ce budget, c'est-à-dire les taxes exceptionnelles sur les grandes fortunes et sur les multinationales, sur les grandes entreprises en tout cas. Cette taxe exceptionnelle est ramenée de 2 ans à 1 an. Donc c'est une régression. Pareil sur l'AME. L'AME est rabotée de 100 millions d'euros environ par rapport au projet initial, ce qui est une régression, ce qui est inacceptable pour la gauche. Donc c'est un budget qui régresse fondamentalement, qui est plus austéritaire que le précédent. Donc en fait... Mais les socialistes mettent en avant des concessions qui ont été faites par le gouvernement, notamment sur l'emploi des enseignants, par exemple. D'accord, c'est des concessions, des mini-concessions, mais globalement, c'est un budget qui est plus austéritaire. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le PS avait censurer le précédent budget et ne censure pas celui-là alors qu'il est pire que le précédent. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de cohérence idéologique, il n'y a pas de cohérence de fond, il n'y a pas de cohérence générale, c'est de la pure stratégie politicienne et c'est simplement une manière pour le PS de se démarquer de LFI. Et moi j'ai envie de dire, se démarquer de LFI, ça ne fait pas une ligne politique. Je suis désolé, mais quand on est un parti de gauche comme le PS, avec l'histoire qu'on a, voilà, on ne peut pas faire simplement d'une petite stratégie politicienne de se différencier de la gauche radicale une stratégie politique. Donc je pense en plus que c'est une erreur parce que je pense que dans le pays, il y a un ras-le-bol par rapport à la situation. Et que le Parti socialiste... ras-le-bol également aussi par rapport au blocage. Oui, mais le Parti socialiste là prend le risque vraiment de donner raison à ses détracteurs qui disent que c'est un parti qui trahit constamment les idéaux de gauche. Et il y a quelque chose quand même qu'il faut dire si j'ai encore un peu de temps. Oui. Parce qu'au fond, le grand stratège derrière tout ça, c'est Olivier Faure. Et Olivier Faure, évidemment, il a en ligne de mire le prochain congrès, et il voit bien que le PS est traversé entre d'un côté un courant qui est quand même qui veut en finir avec les errements de la période Hollande, etc. Et puis
un autre courant qui est quand même plus de centre-gauche et qui veut faire des compromis avec le gouvernement. En même temps, hier, Mathieu, Jean-Luc Mélenchon a ciblé encore davantage François Hollande en l'interpellant. François Hollande sort du bois. Oui, parce que François Hollande, finalement, c'est un peu le fantôme, c'est un peu la personne qui représente tout ce que la gauche a fait de mal dans le pays. François Hollande, c'était le CICE, la loi travail, c'était la déchéance de nationalité. C'est quelqu'un qui a trahi quand même un certain nombre d'idéaux de gauche, François Hollande. Ne l'oublions pas. Donc François Hollande aujourd'hui est quand même un repoussoir pour beaucoup de gens de gauche et qui sont sincèrement de gauche et qui sont pas forcément LFI ou quoi que ce soit. Donc comme Jean-Luc Mélenchon est un repoussoir pour une autre partie de la gauche. Voilà, exactement. Mais la figure de François Hollande, elle est quand même très très problématique. Et Olivier Faure, rappelons-le, c'est une personne aussi qui n'a pas beaucoup de conviction. Hein. Rappelons qu'Olivier Faure, c'est toute l'école François Hollande de Jean-Marc Ayrault, donc quand même, Premier ministre. qui a mené une politique plutôt libérale quand il était en place. Olivier Faure, rappelons-le, c'est celui qui a été tenté par une alliance avec Macron en 2017, avec Emmanuel Macron. Rappelons-le. Donc, et à l'époque, Emmanuel Macron avait dû défendre une politique qui était vraiment pas de gauche sur les questions économiques. Olivier Faure, c'est aussi celui qui, en 2021, a dit cette phrase incroyable que la police devait avoir un droit de regard sur les décisions de justice. Alors, il s'en est excusé après, mais quand même, dire un truc pareil, ça montre qu'on n'a pas beaucoup de conviction quand même. Donc, au fond, Olivier Faure est une personnalité qui est un grand stratège. Il faut lui reconnaître que c'est un vrai stratège, mais c'est une personne qui n'a pas beaucoup de conviction et qui est vraiment purement dans la stratégie politicienne. Et c'est aussi ça, à mon avis, qui pose problème aujourd'hui pour certains à gauche, c'est de voir un parti socialiste en fait qui n'a pas vraiment de ligne directrice, qui n'a pas vraiment de conviction et qui manœuvre au gré de stratégie, politicienne, et surtout avec cette obsession, encore une fois, de se différencier de LFI. Mais je le redis, ça ne fait pas 30 secondes pour une courte question. Quel rôle peuvent jouer les deux autres partenaires du NFP, à savoir les écologistes et les communistes? Alors moi, je pense que les écolos, ils ont une opportunité en or aujourd'hui, notamment Marine Tondelier, qui apparaît quand même comme quelqu'un de très médiatique et de très, très habile. Ils ont l'occasion là de prendre le lead à gauche et de montrer que c'est les seuls qui non seulement tiennent bon sur les idées de gauche, tiennent bon sur le programme de gauche, sur le programme du NFP, mais qui en même temps sont aussi dans une logique qui n'est pas une logique de radicalité et de refus de toute discussion. Donc à mon avis, si les écolos étaient un peu malins, mais ils n'y arrivent pas en ce moment, mais s'ils étaient un peu malins, ils peuvent vraiment tirer leur coup dans cette période-là qui s'annonce. Voilà. Merci beaucoup Mathieu Slama d'avoir été avec nous. On peut vous retrouver sur radioj.fr ainsi que sur nos réseaux sociaux. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bon après-midi.